Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur l'implication des dirigeants du monde dans le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République l'a exprimé à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs tenue à Paris. Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa. Avec le vice-premier ministre Adolphe Muzito, les échanges ont porté sur la qualité des dépenses publiques et la mobilisation des recettes dans le cadre de la préparation du budget 2026. Comment prévenir et traiter le cancer du sein ? La réponse à cette question a été partagée avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'était pour clôturer Octobre Rose observé cette année à travers le monde. Soir actualité, Agathe Cynthia Takaïsi. Bonsoir, la RTNC 2 Développement vous retrouve pour votre journal de 19h, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à tous. Direction Paris où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Dans son intervention, le chef de l'État a appelé la communauté internationale à veiller sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également proposé la création d'un corridor humanitaire aérien. Suivez. La communauté internationale au chevet de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région de Grands Lacs, c'est le cas de le dire pour la rencontre humanitaire de ce jeudi 30 octobre 2025, organisée par la France, la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé le sol de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. Deux temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de deux chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en marge de la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grands Lacs. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grands Lacs et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence: l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la paix, tout en présentant la situation d'intensification des violences depuis les débuts de l'année 2025 suite aux offensives menées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise dans les zones densément peuplées, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs avec des villes entières prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants, des attaques visant
des camps des déplacés, des hôpitaux, des écoles notamment, le chef de l'État a formulé 3 demandes, 3 offres, à savoir l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti grâce aux voies humanitaires sûres pour acheminer des soins, nourriture, eau et assistance psychologique aux populations prises au piège. Un plaidoyer pour un financement massif, rapide et traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes RDC. Ces plans demeurent sous-financés et chaque jour, ce sont des vies perdues, a souligné le chef de l'État. Enfin, la 3e demande du président de la République touche à l'alignement politique. Le chef de l'État a souhaité que chaque partenaire, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFC M23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais, a conclu le président de la République. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi assumes its responsibilities, de and we ask that you Je do vous the remercie. same. Thank you for your attention. En marge de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les régions de Grand Lac, tenue jeudi à Paris, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec l'ancien président français François Hollande. Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'importance stratégique, notamment le suivi des engagements de la COP21, le rôle du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial, ainsi que la mise en place du mécanisme de financement climatique structuré par Carrousel Bioénergie à travers les fonds Arche du bassin du Congo. Abordant la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, François Hollande s'est dit sensible à la crise que traverse la région et a réaffirmé son attachement à la paix et à la stabilité dans le pays. Retour à Kinshasa en visite jeudi 30 octobre au Musée national de la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a plongé dans l'histoire du pays à travers l'exposition Mobutu, une vie, un destin du maréchal Mobutu Sese Seko. Un moment empreint d'émotions et de symboles placés sous le signe du devoir de mémoire et de l'unité nationale. Le détail avec Fallon Malongi. Sur place, au Musée national, la chef de l'exécutif central a pu découvrir un riche ensemble photographique retraçant la vie et les parcours complexes du fondateur du mouvement populaire de la Révolution, MPR. Les objets personnels du défunt président de la République, dont son emblématique fauteuil en forme de trône et son fauteuil sculpté en forme de léopard, ont particulièrement marqué les esprits, créant un moment décrit comme fort en émotion. Alors que Judith Suminwa Tuluka avait déjà montré sa sensibilité à ses travaux de mémoire en rencontrant la veuve du maréchal, Bobila Dawa, à Rabat au Maroc. Sa présence ces jours-là confirmait son intérêt sincère pour une histoire qui appartient à tous les Congolais. C'est important de pouvoir parcourir l'histoire parce qu'on voit ce qu'il a donné pour le pays. Le plus important, c'est de retenir ce qui est positif et comment on peut tirer des leçons pour notre pays aujourd'hui et demain. On parle de souveraineté, on parle d'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes en guerre à l'Est, notre pays est agressé. Et je pense que la vie du président Mobutu, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut penser, a toujours été cette question d'unité nationale, cette question d'intégrité, de souveraineté. Et c'est ça
qu'il faut transmettre à nos enfants. C'est quelque chose d'important à retenir. Face au succès populaire rencontré depuis son ouverture le 16 octobre, l'exposition initialement prévue jusqu'au 30 octobre va être prolongée. Pour Mobutu Zanga, l'initiateur de l'exposition, l'objectif est clair, éduquer la jeunesse congolaise. Elle a marqué un grand intérêt et surtout aussi, il faut savoir également que, comme la Première ministre l'a dit elle-même, en fait c'est aussi une part de son enfance. Je voulais que vraiment la nouvelle génération qui n'a pas connu le maréchal Mobutu, qui n'a pas connu, c'est les gens qui sont nés après son départ, et c'est à eux que je voulais m'adresser, et à eux de faire comprendre qu'il y a eu un homme qui a fait des belles choses, peut-être des choses que d'autres trouvent moins bien, mais on ne prend pas juste une part dans la vie d'un homme. Il faut rappeler que mettre en valeur et faire connaître le patrimoine historique et culturel du pays figure parmi les objectifs du pilier 4 du programme d'action du gouvernement souminois. La chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a pris part jeudi à une rencontre de solidarité entre les femmes au pouvoir et celles issues de la société civile tenue au centre culturel de l'Institut national des arts. Cette rencontre visait à renforcer les liens de coopération et à encourager le leadership féminin autour des valeurs de cohésion et d'inclusion. Une fois de plus, Fallon Malungi. Cette rencontre vise principalement à renforcer les liens entre les femmes en position de pouvoir et celles de la société civile afin de créer des synergies durables et de promouvoir une gouvernance plus inclusive. Parmi les résultats attendus figure la mise en place d'un réseau national de collaboration entre femmes leaders politiques et sociales, ainsi que la formulation de recommandations concrètes pour renforcer la place des femmes dans les instances de décision. Cette cérémonie de grande envergure a marqué la célébration du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. La chef du gouvernement a salué cette initiative comme un moment fort de convergence entre les femmes qui occupent les fonctions politiques et celles qui œuvrent au sein des communautés locales. La chef de l'exécutif national a insisté sur la nécessité d'unir les forces féminines afin de bâtir une gouvernance plus juste et plus durable. Avant de rendre un hommage vibrant au président de la République, champion de la masculinité positive, pour sa vision et son engagement constant en faveur de la participation des femmes aux instances de décision. Ce rassemblement n'est pas simplement une rencontre. C'est une lueur d'espoir. Un appel à l'unité pour transformer nos aspirations en actions concrètes. Il est le lieu même où la solidarité féminine peut s'incarner pour construire un avenir égalitaire. Car, quelle que soit leur position dans la société, la solidarité entre femmes est la clé pour ouvrir les portes d'un changement véritable. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'égalité entre les femmes, un combat qui ne pourra se réaliser qu'à travers la coopération et la solidarité entre toutes. Qu'elles occupent des postes de pouvoir, comme moi par exemple, ou qu'elles agissent dans la société civile, comme la majorité d'entre vous. Pour que ces efforts portent leurs fruits, il est indispensable de mettre en place des politiques inclusives et participatives, où toutes les voix de femmes, quelle que soit leur origine ou leur position, soient entendues et intégrées dans les processus de décision. Adoptée le 31 octobre 2001 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 marque un tournant historique dans la reconnaissance du rôle essentiel de femmes dans la prévention et la résolution de conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Elle place les femmes au centre de l'agenda mondial, femmes, paix et sécurité. Le vice-premier ministre de Transport et Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé ce jeudi 30 octobre 2025 la cérémonie de signature de deux mémorandums d'entente. Le premier
porte sur la construction d'une station d'arrêt et de repos pilote à Songololo dans le Congo central, le long de la route nationale numéro 1 reliant Kinshasa à Matadi. Le second concerne le développement et la modernisation du pont de Kisangani. Georges Kisapindou nous en parle. La cérémonie s'est tenue au cabinet du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, en présence du DGA de l'Office national de transport Gabin Lulendo, du comité directeur de la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités des corridors de transport conduit par son coordonnateur Roger Tediassou, ainsi que de l'équipe de l'autorité de coordination de transport et des transits du corridor nord conduite par son secrétaire exécutif John Deng. Prenant la parole, le coordonnateur du CEPCOR, Roger Tediassou, a indiqué que ces mémorandums d'attente s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'autorité des coordinations de transport et des transits du corridor nord. Il a salué les leaderships remarquables du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, qui appuie à chaque fois ces types de projets, faisant en sorte que c'est des projets intégrateurs des connexions entre la République démocratique du Congo et d'autres pays à travers notamment le port de Kisangani et celui de Mombasa permettent de transformer ce qui n'était qu'une vision et un rêve en réalité. Les usagers du corridor va bénéficier à travers ce projet un espace sécurisé. C'est un projet de facilitation de transport novateur qui va être construit le long de la route nationale numéro 1 entre Matadi et Kinshasa. Et à travers ce programme du corridor nord, il y aura des interventions au port de Kisangani, la réhabilitation, l'allongement des quais d'exploitation avec une vision de développer, de transformer ce port en un hub régional de transport multimodal sur le fleuve Congo. Les projets de facilitation du transport routier sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi offrira aux usagers du corridor, en particulier aux chauffeurs du poids lourd, un espace sécurisé leur permettant de se reposer, de se ressourcer et de lutter contre la fatigue due aux longues distances. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzitou, a échangé jeudi avec une délégation du Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur l'élaboration du budget 2026 ainsi que sur les réformes à moyen terme engagées par le gouvernement pour renforcer la stabilité économique de la République démocratique du Congo. Le point avec Nathalie Moussungu. À en croire qu'Alix Aopossi, chef de mission du FMI pour la RDC, ces échanges se sont focalisés sur les efforts et les mesures prévues pour la collecte de recettes qui sous-tendent le budget 2026. Au chef de la délégation de souligner que les discussions se poursuivent au niveau de la vice-primature du budget, du ministère des Finances et des ministères concernés, et la délégation du FMI devra faire une évaluation. Donc les discussions se sont portées sur les réformes, les recettes, les efforts qui sont prévus, les mesures de collecte de recettes en 2025 et 2026 qui sous-tendent le budget. Nous avons également parlé des dépenses pour voir comment améliorer la qualité de contrôle des dépenses pour que le budget tienne dans un certain équilibre. Nous avons commencé lundi. Nous sommes encore là jusqu'à mercredi, donc les discussions vont continuer avec le ministère du Budget, des Finances et tous les autres ministères concernés. Et à la fin de la mission, on pourra faire une évaluation. Mais les discussions se passent dans une ambiance cordiale et on espère qu'à la fin de la mission, on pourra trouver une entente sur les politiques du gouvernement qui nous permettront à l'équipe technique ici de faire un rapport au conseil d'administration pour approuver la revue. Mais il y a encore du travail à faire, mais tout se passe bien.
L'enjeu de la mission est de parvenir à une harmonie des vues entre le gouvernement congolais et le FMI à travers le respect des engagements pris par la RDC dans le cadre du programme avec cette institution du Bretton Woods. L'équipe espère par ailleurs qu'à la fin de la mission, une entente sera trouvée. Calix Aoxi, qui a salué au passage l'ambiance professionnelle dans laquelle les discussions se tiennent. Le réseau des députés nationaux réélus a officialisé sa sortie mardi dernier sous la direction de son président national, Jonathan Bialoussouka, élu de la Tchangou à Kinshasa. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple en présence du président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilumbai. Le point avec Laetitia Masela-Toula. Le réseau des députés nationaux réélus regorgeant 133 membres a marqué sa sortie officielle à l'Assemblée nationale. C'était en présence du président de cette institution, Isaac Jean-Claude Tshilumbai, du rapporteur Jacques Njoli et du ministre d'État chargé de relations avec le Parlement, Guy Luando-Mboyo. Poursuivant les objectifs de sauvegarde et des promotions de l'image de marque, de classe du prestige de l'institution parlementaire de la transmission de vertu tout en se présentant comme structure de consultation par les bureaux. Ces réseaux apparaissent publiquement. Il a pour président l'honorable Jonathan Bialoussouka, Ouata, espace Kinshasa, Congo central, avec comme vice-président l'honorable Serge Kondé, espace Grand Katanga chargé de questions politiques, juridiques et relations avec d'autres structures. À un autre vice-président, c'est Guy Mafuta Kabongo, espace Grand Kasaï chargé de finances et administration. Quant à l'espace Grand Oriental, c'est Geneviève Inagosi qui se présente en sa qualité de rapporteur. Le poste de questeur est occupé par Antoine Zangui, espace Grand Équateur, avec comme adjoint Kambale Shangila, espace Grand Kivu. Jonathan Bialoussouka, président de cette structure. Députés nationaux réélus. On entend tout député en fonction, ayant déjà totalisé plus d'un mandat depuis 2006, y compris un sénateur honoraire, mais qui siège aujourd'hui comme député national. À l'issue de ces réunions de ces différents représentants, les options ci-après ont été levées. Il s'agit de définir les objectifs de la structure, mettre en place un bureau provisoire, convoquer l'Assemblée générale des réélus, préparer la sortie officielle. Pour sa part, le président de la Chambre basse du Parlement n'a pas manqué de mots. L'institution parlementaire, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionne plus avec les us que le règlement qui est très incomplet. Et ça, nous sommes en train de le vivre. En cette période, par exemple, de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsqu'ils tentent d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus. De sorte que nous nous réalisons qu'il faut recourir à cette expérience. Rappelons qu'à côté de ces bureaux exécutifs, il est prévu un conseil de sages qui sera aussi composé des 7 membres représentatifs de cet espace. Pour rappel, le réseau des députés nationaux réélus compte à son sein 133 membres. Clôture mardi 28 octobre dernier à Kinshasa des travaux de validation du répertoire des métiers verts et du plan national de développement des emplois verts. La cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est déroulée en présence du ministre du Transport et Emploi, du ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que des responsables de l'Institut national de préparation professionnelle. Un reportage de Olivier Matota commenté par Christ Sumbula. C'est une étape décisive pour la promotion des métiers liés à la transition écologique en RDC. Après plusieurs jours de concertation entre les différents acteurs institutionnels, le répertoire national des métiers verts et le plan de développement des emplois verts ont été enfin validés. Dans la matérialisation, l'Institut national de préparation professionnelle, en tant que pilote national, dispose déjà d'un plateau technique capable d'exécuter ces formations et de certifier les compétences. Cet atelier a permis notamment d'examiner, d'enrichir et de valider le contenu
du répertoire des emplois verts et du plan national de développement des emplois verts. La validation de ces instruments constitue une réponse concrète aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une étape majeure vers la structuration durable de l'économie verte en RDC. Le chef de l'État, à plusieurs reprises, instruit le gouvernement à travers les conseils des ministres à développer une politique nationale des emplois verts, des outils de planification de la transition écologique et de mécanismes capables d'offrir des emplois décents et durables à la jeunesse congolaise. La validation du répertoire des emplois verts et du plan national de développement de l'emploi vert constitue donc une réponse concrète aux instructions du chef de l'État et à la décision du Conseil des ministres. Nous ne sommes plus dans l'intention, mais dans l'action structurée et institutionnalisée. Et ce texte réglementaire, signé conjointement par les ministres de l'Emploi et Travail et son collègue de l'Environnement, consacre la reconnaissance légale et institutionnelle des métiers et emplois verts en RDC. Il prévoit, entre autres, la création de la Commission nationale interministérielle des métiers et emplois verts, la réglementation de la formation et de la certification professionnelle environnementale selon les normes nationales et internationales, et la désignation de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle, comme organe technique national de formation et de certification. À l'inspection générale des finances, on parle de la reprise des missions de contrôle dans les entreprises et établissements publics. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie solennelle. Suivez. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassi-Mwabayi. La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitassi-Mwa, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Sur le plan méthodologique, le contenu de cette mission, la particularité c'est que au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas, après 3 ans d'encadrement au sein de ces entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail de l'inspecteur des finances en mission dans les entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Suminwa concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur les terrains. À 2 mois des festivités de fin d'année, la police nationale congolaise se doit d'assurer à la population la quiétude nécessaire. C'est en ce terme que le commissaire général de la PNC, le général Benjamin Alongaboni, a instruit le commissaire provincial d'engager une traque sans relâche contre tous les fauteurs de troubles. Aurélie Mazongelo nous en parle. Dans cette optique,
le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a appelé ce jeudi 30 octobre, lors de la parade tenue au stade des Martyrs, tous les policiers à redoubler d'efforts dans la sécurisation des Kinois. Interpeller tous ces mondes-là qui n'ont pas leur permis de conduire. Délivrance et permis de conduire, ça fait maintenant 3 mois. C'est là 60 ans que la Kinshasa, une grande partie, majorité, basée dans le permis de Bango. Mon côté dans Balabala, attends sans permis de conduire. Na tracasserie, na vexation, na carte à respect strict. En plus des efforts à redoubler, le commandant ville a requis de ces éléments la discipline, la fermeté et la courtoisie dans l'exercice de leurs fonctions. Selon lui, il est temps d'imposer l'ordre dans la capitale, tant dans la circulation routière que dans la salubrité publique. C'est ainsi que les policiers des circulations routières ont reçu l'ordre d'interpeller tout conducteur qui n'a pas de permis de conduire. Quant à la sécurité des Kinois, la traque se fera de porte à porte. Tout criminel ou bandit urbain bien identifié par les services de renseignement sera arrêté pour être mis hors d'état de nuire. Le chef de la police kinoise a appelé les Kinois à collaborer avec la police pour que cette mission lui confiée par le commissaire général soit une réussite pour le bien-être de la population. En page santé, dans le cadre du mois octobre en rose, la coopération REPO a organisé une séance de sensibilisation sur le cancer de sein à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale. L'activité qui s'est tenue au rectorat de cette alma mater a porté sur l'importance de l'autopalpation comme outil de prévention contre le cancer de sein. Le point avec Seth Ndosimao et Rufin Kinzala. Chaque année, la campagne Octobre Rose s'est faite et rappelle l'importance du dépistage de l'autopalpation organisée pour lutter contre les cancers du sein, premier cancer chez la femme. C'est dans cette optique que la corporation dénommée REPO, conduite par le professeur Dr Gertrude Louyeye, s'est mobilisée pour sensibiliser, informer et inciter les étudiants de l'Université pédagogique nationale à la participation au dépistage qui est un geste simple, efficace et gratuit en vue de lutter contre cette pathologie. Cet examen permet de détecter des cancers à un stade précoce, offrant ainsi la meilleure chance de guérison et de traitement sans complications. Le cancer de sein n'est plus une fatalité, parce que dans les temps, on pensait que quand quelqu'un a le cancer de sein, c'est la mort assurée. Et quand on maîtrise les facteurs de risque, on sait que lorsqu'on fait un dépistage et que la maladie est prise vraiment très tôt, on sait apporter un traitement et les personnes peuvent être sauvées. Selon certaines opinions recueillies, l'autopalpation et le dépistage sauvent des vies et restent le meilleur moyen préventif contre le cancer des seins. Nous avons montré comment il faut se palper les seins parce que beaucoup de gens ont découvert leur masse grâce à l'autopalpation. Quand on est attentif, on palpe ses seins régulièrement, on peut facilement découvrir ce qui ne va pas au niveau de son sein. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus répandus et les plus fréquents chez les femmes, mais aussi auprès des hommes. C'était en marge de la clôture d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et à la mobilisation contre ces fléaux mortels. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur l'implication des dirigeants du monde dans le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République l'a exprimé à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs tenue à Paris. Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa
Avec le vice-premier ministre Adolphe Mouzito, les échanges ont porté sur la qualité des dépenses publiques et la mobilisation des recettes dans le cadre de la préparation du budget 2026. Comment prévenir et traiter le cancer du sein? La réponse à cette question a été partagée avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'était pour clôturer Octobre Rose observé cette année à travers le monde. C'était votre journal de 19h sur la RTNC2 Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. C'est Ndosimaou, Anjoandita, Joe Walungisa, Katili Songo à la supervision sous la direction de Possia Chisungu. Restez connectés, l'actualité ne s'arrête jamais. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.